On me dit souvent que j'ai tout risqué pour me sauver. C'est une belle phrase, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. La vérité c'est que je n'avais plus rien à risquer. La seule chose qu'il me restait, la seule chose que je pouvais encore perdre, était moi-même. Mon histoire n'est pas celle d'un mariage qui a échoué. C'est celle d'une femme, qui a dû faire imploser une vie parfaite aux yeux du monde, pour avoir une chance de naître, enfin, à ses propres yeux. C'est l'histoire de la femme que je suis devenue. Je menais la vie de carte postale, celle qui faisait l'admiration de tous. Notre appartement haussmannien, avec ses moulures au plafond et son parquet qui craquait avec noblesse, était le théâtre de notre bonheur. Chaque objet était à sa place, chaque livre sur elle, étagère semblait avoir été choisi pour raconter une histoire de culture et d'harmonie. Et au centre de cet univers, il y avait lui. Mon mari. L'homme idéal. L'homme que toutes mes amies me disaient avoir eu tant de chance de trouver. Charismatique, prévenant, un pilier de notre communauté. En public, il était l'homme qui me couvrait d'éloges, qui posait sa main dans le creux de mon dos, avec une tendresse protectrice, qui faisait soupirer d'envie. En privé, il semblait lire dans mes pensées, anticipant mes désirs, terminant mes phrases. Notre amour était une forteresse, du moins, c'est ce que je croyais. Je était pas seulement sa femme. J était la conservatrice du musée de notre bonheur, veillant à ce que chaque façade soit impeccable, chaque sourire parfaitement ajusté pour que le monde puisse applaudir notre perfection. Mais même dans les plus belles architectures, des fêlures finissent par apparaître. Au début elles sont infimes, presque imperceptibles. Un cheveu sur la toile d'1 mètre. Était d'abord un mensonge, anodin en apparence. Un déplacement professionnel à Lyon, alors que je trouve par hasard, dans la poche de son manteau, un ticket de parking daté du même jour, à quelques rues de chez nous. Quand je lui ai demandé, son sourire fut désarmant. Il avait voulu me faire une surprise, annuler son voyage à la dernière minute pour passer la soirée avec moi, mais un contretemps l'en avait empêché. Il était si déçu. Comment pouvais-je douter? J'ai eu honte de ma suspicion. Puis, il y a eu ces moments de froideur, des éclairs dans son regard quand il se croyait inobservé. Un soir, lors d'un dîner avec des amis, alors que je racontais une anecdote amusante de mon enfance, j'ai croisé son regard par-dessus la table. Il n'y avait plus de chaleur, plus d'amour. Juste un vide glacial, un mépris clinique, comme s'il analysait une chose insignifiante. L'espace d'une seconde, le masque était tombé. Puis il a souri à nouveau, a levé son verre en disant « À ma femme la meilleure des conteuses », et le monde s'est remis en place. Sauf le mien. Il y a eu aussi l'argent. Des transactions bancaires inexplicables sur notre compte commun. Des sommes importantes qui disparaissaient. Quand j'osais questionner, avec une voix tremblante de peur de le déranger, il était passé maître dans l'art de retourner la situation. Était un investissement secret pour notre avenir. J était trop anxieuse, je ne lui faisais pas confiance. Je ne savais pas apprécier ma chance. Il me persuadait que mon inquiétude était le vrai problème, pas ses secrets. Et moi, désespéré de préserver la paix de notre paradis factice, j'ai fini par y croire. Je me suis excusé. J'ai appris à ne plus regarder les relevés de compte. J'ai appris à ne plus poser de questions. J'ai appris à douter de ma propre raison. La révélation ne fut pas un choc brutal, une porte qui claque. Ce fut un lent et douloureux effeuillage. Comme si l'on tirait sur le fil qui dépasse d'un pull en cachemire pour voir l'ouvrage entier, patiemment tricoté pendant des années, se défaire maille par maille sous mes yeux. Le fil final fut un email, trouvé par hasard sur l'ordinateur familial qu'il avait oublié de fermer. Il ne contenait pas la preuve d'une trahison classique, d'une maîtresse ou d'un amour caché. Était quelque chose de bien plus sinistre. Était la confirmation d'une double vie, méticuleusement organisée. Des manipulations financières qui nous mettaient en danger, mais surtout, une conversation avec un de ses amis. Une conversation où il me décrivait. Il ne parlait pas de sa femme. Il parlait d'un pion, d'un atout, d'un objet nécessaire à son image publique. Il décrivait mes doutes avec une précision chirurgicale, et se vantait de sa capacité à les calmer, à me gérer. Il utilisait des mots comme prévisible, naïve, facile à contrôler. À cet instant, le sol s'est dérobé sous mes pieds, le son dans la pièce a disparu. Je ne pouvais entendre que le battement de mon cœur, sourd et paniqué. L'homme que j'aimais n'existait pas. Il n'avait jamais existé. Il n'était qu'une façade, un personnage créé de toutes pièces pour asseoir son pouvoir et séduire son auditoire, dont J était la première spectatrice. J
était marié au vide derrière le masque. La douleur de la découverte fut viscérale. Ce N était pas un chagrin d'amour. C était l'implosion de toute ma réalité. Chaque souvenir heureux était maintenant souillé, chaque mot doux résonnait comme une manipulation. Qui étais-je, si la femme qu'il prétendait aimer Ninen était qu'une construction de son esprit? La peur m'a paralysé. Une peur froide, qui s'insinuait dans mes os. Partir, C, était admettre au monde, et surtout à moi-même, que ma vie entière était une imposture. C, était affronter le jugement de ceux qui nous voyaient comme le couple parfait. C, était affronter leur pitié. C, était affronter la solitude la plus totale. Et par-dessus tout, C, était affronter sa fureur, la rage de l'homme qui perd le contrôle de son jouet. Pendant des semaines, j'ai vécu dans un silence terrorisé. Je suis devenue une étrangère dans ma propre maison, devenue une cage dorée. Je marchais à pas de loup, calculant chacun de mes gestes, chaque mot, pour ne pas le provoquer. Je l'observais, et je ne voyais plus mon mari. Je voyais un prédateur, un étranger dangereux, dont je devais anticiper les mouvements. Je souriais quand il fallait sourire, je l'embrassais quand il s'y attendait, et à chaque contact, ma peau me brûlait. Le courage n'est pas venu comme un coup de tonnerre, il n'y a pas eu de grande prise de conscience héroïque. Ce fut un murmure persistant de mon âme, un instinct de survie qui refusait de se taire. Une petite voix, au fond de moi, qui disait « Pas ça, tu ne mérites pas ça ». C'est une nuit, alors qu'il dormait paisiblement à côté de moi, que je me suis levée pour aller boire un verre d'eau. Dans le couloir sombre, j'ai croisé mon propre regard dans le miroir. Je me suis arrêtée. Je ne reconnaissais plus cette femme aux yeux cernés, au visage creusé par l'angoisse. Cette femme épuisée et effrayée, ce N, était pas moi. Ou du moins, ce N n'était pas celle que je voulais être. À cet instant, la décision s'est imposée, non pas comme un choix, mais comme une évidence. Je n'allais pas mourir de l'intérieur, pour maintenir un mensonge en vie. Partir fut l'acte le plus terrifiant et le plus courageux de ma vie. Ce ne fut pas une scène de ménage dramatique, pas de cris, pas d'assiette cassée. Ce fut une fuite stratégique et silencieuse, planifiée comme une opération militaire pour m'extraire de sa toile. J'ai contacté en secret une avocate. J'ai ouvert un compte bancaire à mon nom seul. J'ai trouvé un petit studio meublé à l'autre bout de la ville. Le jour de son départ pour un voyage d'affaires de 3 jours, j'ai agi. J'ai rassemblé ce qui restait de mon identité dans 2 valises. Pas les robes de soirée qu'il aimait me voir porter, mais mes vieux jeans, les livres qui m'avaient construite, les quelques photos de mon enfance. Sur la table de chevet, à l'endroit où il posait sa montre chaque soir, j'ai laissé mon alliance. Puis j'ai franchi la porte, sans un regard en arrière. Chaque pas qui est même éloigné de cet appartement était un pas vers l'inconnu, vers un futur terrifiant de précarité et de solitude. Mais pour la première fois depuis des années je respirais, je maîtrisais ma propre chute. Au début la liberté avait le goût amer de la solitude et du deuil. Le silence de mon petit studio était assourdissant, après des années passées à anticiper les humeurs d'un autre. Je ne pleurais pas seulement la fin d'un mariage. Je pleurais la vie que j'avais crue mienne. Je pleurais l'homme qui n'avait jamais existé. Et surtout je pleurais la femme naïve et pleine d'espoir que j'avais été. Les premiers mois furent un brouillard de démarches administratives, de rendez-vous avec l'avocate, et de nuits blanches où les conversations de cet email tournaient en boucle dans ma tête. J'ai commencé des séances chez une thérapeute, une femme douce et ferme, qui m'a aidé à mettre des mots sur l'innommable. Emprise, manipulation, perversion narcissique. Des mots qui m'ont fait peur, mais qui ont aussi validé ma souffrance. J'ai dû réapprendre les choses les plus simples. Faire confiance à mon propre jugement, prendre une décision sans la faire valider. Apprécier un compliment sans y chercher une intention cachée. Mon estime de moi avait été systématiquement démolie. Il fallait tout reconstruire, brique par brique. La reconstruction fut un travail d'orfèvre, lent et minutieux. J'ai commencé par retrouver des morceaux de moi que j'avais abandonnés pour me conformer à son monde. J'ai rappelé de vieilles amies, celles qu'il avait subtilement écartées en les qualifiant de « mauvaises influences ». Leur voix, leur chaleur, leur « je te l'avais bien dit mais je suis là » ont été mon premier baume. Un jour, en rangeant un carton, j'ai retrouvé ma vieille boîte d'aquarelle. La peinture, une passion qu'il avait toujours découragée avec de fausses gentillesses. C'est un joli passe-temps ma chérie, mais ça salit tellement l'appartement. Ce jour-là j'ai étalé du plastique sur le sol de mon studio. J'ai sorti mes pinceaux, et j'ai peint. Sans but, sans talent peut-être, mais avec une joie féroce. Je retrouvais mes propres couleurs. Pour mon premier anniversaire seul, j'ai pris un train pour la Bretagne. J'ai marché pendant des heures sur la côte sauvage.
le vent salé fouettant mon visage. Assise sur une falaise face à la mer déchaînée, j'ai compris que je n'étais pas seule. J'y étais avec moi-même. Et pour la première fois cette compagnie me suffisait. J'ai découvert en moi une force que j'ignorais posséder. Une résilience forgée dans le feu de la trahison. J'ai appris à poser des limites, à dire non, sans me justifier. J'ai appris à honorer ma propre vérité au-dessus du regard des autres. Aujourd'hui, la femme qui vous parle n'est pas une victime. Je suis une survivante qui a transformé ses cicatrices en boussole. Elle me rappelle le chemin parcouru, les pièges à éviter. Les cendres de mon ancienne vie n'étaient pas une fin, mais le terreau fertile où j'ai pu renaître, plus forte, plus authentique. J'ai trouvé un nouveau sens, non pas dans le regard d'un autre, mais au plus profond de moi. Mon histoire, qui parlait autrefois de la façade d'un homme parfait, est désormais celle de la force authentique d'une femme réelle. Quand je me regarde dans le miroir, je vois les marques du combat, bien sûr. Mais par-dessus tout, je vois la femme qui s'est sauvée elle-même. Et ça, c'est une histoire d'amour que personne ne pourra jamais m'enlever. Ceci n'est pas le récit d'une fin, mais celui du début, puissant et libérateur, du reste de ma vie. Pour comprendre la fin, il faut revenir au tout début, à l'instant où la première pierre de conscient édifice a été posée. Revenir à cet endroit de ma mémoire est un exercice étrange, presque douloureux. C'est comme regarder une vieille photographie de soi, souriante et insouciante, en sachant la tempête qui s'apprête à déferler, juste hors du cadre. Mais je dois le faire. Je dois vous raconter comment j'ai rencontré l'homme qui allait construire mon paradis, avant de le réduire en cendres. C'était un soir d'octobre, à Paris. L'air était vif, et sentait la pluie à venir, mais à l'intérieur de la galerie d'art du Marais, il régnait une chaleur douce et animée. Était le vernissage d'un photographe dont tout le monde parlait. J'y étais allée avec une amie, plus par curiosité que par réelle passion. Je me sentais un peu en décalage au milieu de cette foule élégante et branchée, un verre de champagne tiède à la main, essayant de paraître plus à l'aise que je n'étais. Et puis je l'ai vu, il n'était pas au centre de l'attention, pas le plus bruyant. Il se tenait un peu à bel écart, devant un grand tirage en noir et blanc d'un visage de vieillard buriné par le temps. Il ne regardait pas la photo, il la contemplait. Il y avait une intensité dans sa posture, une concentration qui le découpait du reste de la pièce. Nos regards se sont croisés par-dessus les têtes. Ce ne fut pas un simple coup d'œil. Était plus profond, comme une reconnaissance. Il a esquissé un léger sourire, juste pour moi, et a reporté son attention sur elle, œuvre. Mon cœur a fait une embardée. Quelques minutes plus tard, alors que mon ami était parti saluer une connaissance, il s'est approché. Je-même, étais préparé à une phrase de séduction banale, mais il n'y en a eu aucune. Il s'est placé à côté de moi, face à la photographie, et a dit d'une voix calme et posée. C'est fascinant, n'est-ce pas? On ne sait pas s'il a eu une vie de souffrance ou une vie de sagesse. Ou peut-être les deux. Sa première phrase n'était pas sur moi, ni sur lui. Elle était sur le monde, sur l'art, sur une émotion partagée. Et c'est ça, qui m'a immédiatement séduite. Ma première impression n'a pas été celle d'un homme simplement beau, même s'il, était, d'une manière classique et rassurante. Était l'impression d'une profondeur, d'une intelligence sensible. Il avait des yeux qui ne se contentaient pas de regarder, il semblait écouter. Quand il s'est tourné vers moi, il m'a posé des questions. Pas sur ce que je faisais dans la vie, mais sur ce que la photographie me faisait ressentir. Il m'aime, écoutait avec une attention si totale que j'avais l'impression d'être la seule personne dans cette pièce bondée. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus en décalage. Je me sentais vue. À cette époque, il était la promesse incarnée. Il était cet homme que l'on ne croit exister que dans les romans. Attentionné, il se souvenait du nom de mon auteur préféré mentionné au détour d'une phrase, et m'offrait son dernier livre la semaine suivante. Charismatique, il charmait mes amis et ma famille sans le moindre effort, non pas par de grands discours, mais par sa capacité à s'intéresser sincèrement à chacun. Il était ambitieux, mais il parlait de son travail avec une passion qui semblait vouloir rendre le monde meilleur, pas seulement s'enrichir. Il était équilibre parfait entre la force et la douceur, la confiance et l'humilité. Il était en somme trop beau pour être vrai. Et c'est précisément ce que je me suis dit, au début. Mais il a balayé tous mes doutes, un par un, avec une patience infinie, me prouvant par chaque geste que cet homme existait, et qu'il m'avait choisi. Je me souviens d'un moment en particulier, quelques mois après notre rencontre. C'est le souvenir que j'ai longtemps gardé comme un talisman, le phare dans la nuit quand les premières ombres sont apparues. Nous étions partis pour un week-end improvisé à Étretat.
le temps était gris, venteux, magnifique. Nous avons marché des heures sur les falaises, le vent piquant nos joues, l'odeur de la mer et de la craie emplissant nos poumons. Il y avait peu de monde. Était notre monde. Au sommet, face à l'immensité de la Manche, il s'est arrêté. Il a pris mon visage entre ses mains, ses doigts étaient froids, mais son regard était si chaud. Il n'a rien dit pendant un long moment, il m'a juste regardé. Et dans ce silence, j'ai senti une certitude absolue. Puis il a murmuré, sa voix presque couverte par le bruit des vagues en contrebas. Parfois j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à marcher dans le brouillard. Et puis tu es arrivé, et tout est devenu clair, c'est toi mon évidence. Mon évidence. Ce mot a résonné en moi comme une vérité absolue. Ce N était pas une déclaration d'amour enflammée. Était quelque chose de plus solide, de plus profond. Était la promesse d'un port, d'un foyer. À cet instant précis, sur cette falaise battue par les vents, j'ai cru, de toute mon âme, que j'avais trouvé non seulement l'amour, mais ma place dans l'univers. J'ai cru que notre histoire était celle d'une rencontre parfaite, de deux âmes qui se reconnaissent et s'assemblent, pour ne plus jamais être séparées. Je ne savais pas encore que ce N était pas une rencontre, mais une capture. Et que la clarté qu'il disait avoir trouvée, ça n'aidait, était le brouillard qu'il commençait à tisser, patiemment, tout autour de moi. La transition de notre amour de jeunesse à la promesse d'une vie entière, s'est faite sans heurts, comme le courant d'une rivière qui rejoint naturellement la mer. Le mariage n'a jamais été une question, mais une destination. Il ne me l'a pas demandé, il nous l'a suggéré, comme une évidence qui s'imposait à nous deux. Il avait cette façon de présenter ses désirs comme nos rêves communs, de tisser ses ambitions dans la trame de notre avenir partagé. Imagine-nous, disait-il souvent, dans 10 ans, dans 20 ans. Et je voyais. Je voyais les enfants rire dans les couloirs de notre futur appartement, je nous voyais vieillir ensemble. Nos mains ridées toujours enlacées. Il ne vendait pas un mariage, il m'offrait une certitude, un refuge contre les incertitudes du monde. Et comment aurais-je pu résister à la plus belle des promesses? Sa demande en mariage fut à l'image de tout ce qu'il construisait, un chef-d'œuvre de mise en scène, un instant suspendu hors du temps, si parfait qu'il semblait écrit. Était au printemps, à Giverny, dans les jardins de Monet. Il m'avait emmené là-bas pour mon anniversaire, une surprise. Nous marchions le long de l'Oie, étang des nymphéas, la lumière douce de fin d'après-midi filtrait à travers les saules pleureurs, peignant des taches d'or sur l'eau. Le monde autour de nous était une peinture impressionniste, floue et magnifique. Il s'est arrêté sur le petit pont japonais, a attendu qu'il n'y ait plus personne. Il n'a pas posé un genou à terre. C'eût été trop cliché pour lui, trop théâtral. Non, il s'est tourné vers moi, a pris mes 2 mains dans les siennes, et m'a regardé avec cette intensité qui semblait sonder mon âme. Sa voix était basse, presque un souffle. « Regarde autour de toi, a-t-il dit. Tout ce chaos de couleurs, de lumière, c'est ce que ma vie était avant toi. Un beau désordre. Avec toi, tout devient une œuvre d'art. Chaque jour est une ligne parfaite. Je ne veux pas te demander de messe, épouser. Je veux te demander de continuer à peindre cette vie avec moi. » Il a alors sorti un écrin de sa poche. À l'intérieur, une bague ancienne, un saphir entouré de diamants discrets. Elle a une histoire, a-t-il ajouté, et j'aimerais que la nôtre soit la prochaine. J'ai pleuré bien sûr. Des larmes de joie pure, sans l'ombre d'un doute. À cet instant, était l'héroïne du plus beau des romans, et il en était l'auteur. Les premières années de notre mariage furent l'âge d'or. La concrétisation de toutes nos conversations murmurées, de tous nos plans dessinés sur des nappes en papier. Nous avons trouvé cet appartement haussmannien, notre palais comme il l'appelait. Il était en mauvais état, mais il avait une âme. Nous avons passé des mois à le rénover, main dans la main. Je choisissais les couleurs, il s'occupait des plans. Nous formions une équipe parfaite, ou du moins, il me donnait l'illusion que mes choix étaient aussi importants que les siens. Notre vie sociale était florissante. Nos dîners étaient réputés. Il était l'hôte parfait, charmant, spirituel, veillant à ce que chaque invité se sente unique. Et moi, G, était son complément idéal, la maîtresse de maison souriante et sereine, celle qui assurait en coulisses que la mécanique soit parfaitement huilée. Nous voyagions beaucoup. Rome, Lisbonne, Kyoto. Chaque voyage était une nouvelle page de notre histoire, remplie de photos où nous étions l'incarnation du bonheur. Nous parlions d'enfants, mais pas tout de suite. Profitons encore un peu de nous deux, disait-il. Construisons d'abord notre nid parfaitement avant d'y accueillir quelqu'un d'autre. Et cela me semblait si sage,
si prévenant. Avec le recul, je comprends qu'il construisait notre cage dorée, et que je l'aidais à en polir les barreaux, persuadé que C était le plus sûr des nids. S'il fallait choisir un seul souvenir, une seule image pour symboliser le sommet de cette illusion, ce ne serait pas un grand voyage, ou une fête éclatante. Ce serait un moment d'une simplicité désarmante. C était un dimanche matin d'hiver. Dehors, Paris était gris et froid, mais à l'intérieur de notre appartement, une chaleur douce enveloppait tout. Un feu crépitait dans la cheminée du salon. Il y avait l'odeur du café et des croissants chauds. J était assise dans le grand fauteuil en velours, un plaid sur les genoux, un livre à la main. Il était de l'autre côté de la pièce, près de la bibliothèque, choisissant un disque à mettre sur la platine. Il a mis un air de Satie, les premières notes de la gymnopédie numéro 1 ont flotté dans l'air, lentes et mélancoliques. Il ne s'est pas rassis. Il est resté debout, me regardant. Il n'a rien dit. Il a juste souri. Ce N était pas son sourire public, éclatant et charismatique. C était un sourire tendre, presque vulnérable, un sourire qui semblait dire « Voilà. Nous y sommes ». Puis il a traversé la pièce, a écarté doucement mon livre, s'est agenouillé devant moi, et a posé sa tête sur mes genoux. Comme un enfant qui cherche refuge. Il a fermé les yeux. « Ne bouge pas, a-t-il murmuré. Juste un instant. Je veux graver ce moment dans ma mémoire pour toujours. Le feu, la musique, toi. C'est tout ce dont j'ai besoin. À cet instant, j'ai ressenti une plénitude totale, un amour si vaste et si tranquille, que je pensais qu'il pourrait me porter jusqu'à la fin de mes jours. Je ne savais pas que ce N était pas un acte d'amour, mais un acte de possession. Il ne gravait pas un souvenir. Il vérifiait que sa création était parfaite, que la scène était en place, et que son actrice principale jouait son rôle à la perfection, entièrement dévouée, entièrement conquise. C était le plus haut sommet, juste avant la longue et vertigineuse descente. Le déclin d'un amour n'est jamais un effondrement soudain. C'est d'abord une vibration dans le sol, un frémissement si léger qu'on se demande si on ne l'a pas imaginé. Dans notre histoire, la première vibration fut ce mensonge, celui du voyage à Lyon. Après mes excuses confuses, il m'avait serré dans ses bras, avec une tendresse presque condescendante. « Ma chérie, tu t'inquiètes pour rien, tu dois juste apprendre à me faire confiance. » C'est la base de tout, non ? Il avait fait de ma suspicion le problème, et de sa malhonnêteté une preuve de son amour déçu. J'avais honte, et ma honte est devenue la première fissure dans mes fondations. Après ça, j'ai commencé à remarquer des choses, des détails. Il rentrait plus tard, expliquant ses retards par des réunions interminables dont il ne donnait jamais le contenu. Avant, il aimait me raconter ses journées, les défis, les victoires. Désormais, son travail devenait une forteresse impénétrable. Si j'insistais un peu, il soupirait, l'air las. « C'est compliqué, tu ne comprendrais pas. Je ne veux pas t'ennuyer avec ça. » Il ne m'excluait pas, il me protégeait. Chaque porte qu'il fermait était, disait-il, pour mon bien. Le contrôle s'est installé de la même manière, insidieusement, sous le masque de la bienveillance. Il a commencé par mon cercle d'amis. Il trouvait toujours un défaut subtil à chacune. L'une était un peu trop négative, une autre ne semblait pas vraiment heureuse pour nous. Il ne m'a jamais interdit de les voir. C était plus pervers. Après un dîner avec elle, il me disait « Tu as l'air épuisé. Elles te prennent beaucoup d'énergie. Tu ne trouves pas ? Moi je veux juste que tu sois sereine. » Peu à peu, sans même m'en rendre compte, j'ai espacé les appels, décliné les invitations. Pas parce qu'il me l'avait demandé, mais parce que l'idée de devoir justifier ma soirée, de subir son analyse psychologique à mon retour, était devenue trop pesante. Mon monde s'est rétréci jusqu'à ne plus contenir que lui. Puis, il y a eu l'argent, le nerf de la guerre, le levier de pouvoir ultime. Notre compte commun est devenu son territoire exclusif. Quand je voulais faire une dépense un peu plus importante que, à l'accoutumée, un cadeau pour ma mère, un stage de poterie qui me tentait, je devais lui en parler. Il ne disait jamais non. Il disait, bien sûr mon amour si ça te fait plaisir, mais est-ce vraiment raisonnable en ce moment ? J'essaye de construire quelque chose de solide pour nous, pour notre avenir. Chaque euro compte. Il me faisait sentir frivole, enfantine. J'ai arrêté de demander. J'ai commencé à vivre avec le peu d'argent liquide qu'il me laissait chaque semaine sur la commode de l'entrée. Je, N, était plus sa partenaire, J, était sa pensionnaire. La violence n'a jamais été physique.
Il n'a jamais levé la main sur moi. Sa violence était plus propre, plus silencieuse. Elle se nichait dans ses mots, dans ses silences. Je me souviens d'une soirée. Nous recevions des amis à lui, un couple important pour son travail. J'avais passé la journée à cuisiner. Au milieu du repas, alors que tout le monde complimentait le dîner, j'ai raconté une histoire de notre dernier voyage en Italie. Une anecdote que je trouvais drôle. Il m'a laissé finir, puis il a ri un petit rire doux, et a dit en me regardant avec une fausse tendresse: « Ah, ma femme et ses histoires. Elle a une imagination débordante. Elle embellit tout. La vérité est toujours un peu moins romanesque, n'est-ce pas ?» Il a dit cela avec un sourire, et tout le monde a souri avec lui. Mais moi j'ai senti le sang quitter mon visage. En une phrase, devant tout le monde il venait de m'invalider. De me réduire à une enfant charmante, mais peu fiable. J'ai passé le reste de la soirée le sourire aux lèvres et la nausée au ventre, me sentant comme une fraude dans ma propre maison. Le soir, une fois les invités partis, alors que je rangeais la cuisine, il est venu derrière moi. Il a passé ses bras autour de ma taille, et a murmuré dans mon cou: « Tu étais parfaite ce soir. » Je me suis raidie. Je n'ai rien répondu. Il l'a senti. Son étreinte s'est resserrée. Un peu trop fort. Qu'est-ce qu'il y a ? Sa voix avait changé. Une note de glace avait remplacé la chaleur. J'ai bafouillé. Ce que tu as dit sur mon histoire. Il m'a lâché et a fait quelques pas en arrière. Son visage était un masque d'incompréhension blessée. Mais enfin, Cérette, était une plaisanterie. Une taquinerie. Tu es devenu si susceptible, c'est incroyable. On ne peut plus rien te dire. Je passe mon temps à te complimenter, à te mettre en valeur, et toi tu t'accroches à une petite blague sans importance. Parfois je me demande si tu ne cherches pas les problèmes là où il n'y en a pas. Et voilà. En quelques secondes la situation était retournée. Ce N était plus lui qui m'avait humilié, C était moi qui étais trop susceptible. Niskouf. Ce N était pas son comportement qui était problématique, C était ma réaction. Je me suis retrouvé à m'excuser. Encore. Pour avoir été blessé. C était sa plus grande force. Sa capacité à redéfinir la réalité, à me faire croire que le poison qu'il me faisait boire était un remède, et que la douleur que je ressentais était le symptôme de ma propre folie. Les soupçons d'une trahison, au sens classique du terme, ont commencé à germer sur ce terreau de mensonges et de manipulations. Des appels qu'il prenait en s'isolant dans son bureau, des soirées où il rentrait à des heures impossibles, l'odeur d'un parfum inconnu sur ses vêtements, qu'il justifiait par une accolade avec une cliente. Chaque explication était plausible. Chaque doute que j'y émettais était une nouvelle preuve de ma paranoïa grandissante. J'ai commencé à me sentir comme une détective dans ma propre vie, cherchant des indices, recoupant des faits, tout en me détestant de le faire. Le point de bascule, le moment où la suspicion est devenue une certitude angoissante, est arrivé un mardi soir. Il était censé être à un dîner d'affaires. Vers 23h, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. J'ai réessayé. Rien. La panique a commencé à monter. J'ai appelé l'hôpital le plus proche, puis un autre. Rien. J'ai imaginé le pire. Un accident. Une agression. J'y étais au bord de l'hystérie quand, vers 2h du matin, j'ai entendu ses clés dans la serrure. Il est entré, l'air parfaitement calme. Il n'avait pas l'air d'avoir eu un accident. Il sentait l'alcool et le froid de la nuit. Où étais-tu ? Je t'ai appelé 20 fois. J'y étais morte d'inquiétude. Ma voix tremblait de soulagement et de colère. Il a posé son cartable, a retiré son manteau, sans me regarder. Le dîner s'est éternisé. Et je n'avais plus de batterie. Celle-ci était dite d'un ton plat, mécanique. Trop simple. Trop faux. Plus de batterie ? Pendant 3 heures ? Ton téléphone s'est éteint juste après le dîner ? Il s'est enfin tourné vers moi. Et c'est là que j'ai vu ce regard. Ce regard vide, glacial, que j'avais entrevu au dîner des mois plus tôt. Le masque était tombé. Il n'y avait plus d'amour, plus d'agacement, plus rien. Juste du mépris. Tu veux que je te montre mon journal d'appel, que je te donne le numéro du restaurant ? Tu deviens épuisante, complètement épuisante. Il est parti se coucher, me laissant seule dans l'entrée, glacée jusqu'aux os. Ce N était pas la colère d'un homme innocent accusé à tort. C était l'agacement d'un criminel, dont l'alibi est remis en question. À cet instant j'ai su. Je ne savais pas quoi, ni avec qui, ni comment. Mais je savais que ma vie entière, celle que je croyais si parfaite, reposait sur un abîme de secrets.
Et je savais que je devais regarder dans cet abîme, même si j'avais la certitude que ce que j'y trouverais allait me détruire. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'avoir peur de ce que j'allais trouver. J'ai commencé à avoir peur de ce qui arriverait, si je ne cherchais pas. La première nuit dans mon studio a été la plus longue de ma vie. Le silence n'était pas paisible, il était creux, menaçant. Chaque grincement du vieil immeuble, chaque sirène au loin, me faisait sursauter. J'y étais une fugitive. Et j'attendais, le cœur battant, le moment où mon geôlier se rendrait compte de mon évasion. Le téléphone, posé sur le sol à côté de mon matelas improvisé, était une bombe à retardement. Je savais qu'il appellerait. Il est rentré le lendemain soir, 2 jours plus tôt que prévu. Mon estomac s'est noué quand son nom s'est affiché sur l'écran. J'ai laissé sonner. 1 fois. 2 fois. À la 10e tentative, j'ai décroché. Je devais affronter la tempête. Sa voix, au début, était un chef, œuvre de fausse inquiétude. Mon amour? Mais où es-tu? Je suis rentré, la maison est vide. J'ai vu ton alliance sur la table de chevet. C'est une mauvaise blague? Dis-moi ce qu'il se passe, tu me fais peur. J'ai fermé les yeux, puisant dans mes réserves une force que je ne me connaissais pas. Ma voix est sortie, plus stable que je ne l'aurais cru. Je ne suis pas à la maison. Et ce n'est pas une blague, je veux divorcer. Le mot a été lâché, il est resté suspendu dans le silence qui a suivi. Un silence de quelques secondes à peine, mais qui m'a paru une éternité. Et puis, le masque est tombé. La voix douce et inquiète a disparu, remplacée par un sifflement glacial, venimeux. Divorcer? Mais de quoi tu parles? Tu es complètement folle. Tu as tes règles? Qu'est-ce que tes amis t'ont encore mis dans la tête? La condescendance? Le mépris? Je m'y attendais. J'ai tenu bon. Non. J'ai vu les emails. Je sais tout. Nouveau silence. Cette fois, sec, était le silence du prédateur, qui réalise que sa proie a compris le jeu. Puis la fureur a explosé, pure et sans phare. T'as fouillé dans mes affaires? Mais pour qui tu te prends? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai tout donné. Tu n'es rien sans moi, tu entends? Rien. Une petite chose fragile et anxieuse que j'ai sortie de son trou. Tu crois que tu vas t'en sortir seul? Tu vas revenir en rampant dans 1 semaine, en me suppliant de te reprendre. Mais ce sera trop tard. Je vais te détruire. Tu n'auras plus un centime. Tout le monde saura que tu es une folle instable. Il a continué comme ça pendant de longues minutes. Chaque mot était une balle destinée à me anéantir, à réactiver toutes les insécurités qu'il avait si patiemment cultivées en moi pendant des années. Mais une chose étrange s'est produite. Au lieu de m'effondrer, je sentais une sorte de calme glacial m'envahir. Sa haine était la confirmation dont j'avais besoin. Il n'y avait aucune tristesse dans sa voix, aucun regret, aucune trace de l'amour qu'il prétendait me porter. Il n'y avait que la rage narcissique d'un propriétaire dont l'objet vient de lui échapper. J'ai écouté sa tirade jusqu'au bout, puis, d'une voix qui ne tremblait plus, j'ai dit « Mon avocate te contactera ». Et j'ai raccroché. J'ai coupé le dernier fil. La guerre était déclarée. Les semaines qui ont suivi furent un enfer psychologique. Il m'a harcelé. Des dizaines d'appels, de messages. Certains mielleux, pleins de promesses de changement, me rappelant nos bons souvenirs. D'autres, insultants, menaçants. Il a contacté mes parents leur expliquant que je faisais une dépression, que Joe était sous mauvaise influence, qu'il fallait me raisonner. Il a appelé nos amis communs, jouant le rôle du mari éploré et désemparé, brisé par le départ soudain et inexplicable de sa femme. Et beaucoup l'ont cru. J'ai reçu des appels de gens qui me disaient du gars bien réfléchir, que tous les couples traversent des crises, que j'y étais en train de gâcher la plus belle chose de ma vie. Chaque conversation était une épreuve, une nouvelle blessure. J'ai dû apprendre à me justifier, puis à ne plus me justifier du tout. J'ai fait le tri. J'ai compris que ceux qui me demandaient des preuves de ma souffrance, étaient pas mes amis. J'ai perdu beaucoup de monde, mais ceux qui sont restés sont devenus ma véritable famille. Le divorce fut à l'image de notre relation, une façade de respectabilité cachant une guerre d'usure. Il a refusé toute médiation. Tout est allé devant les tribunaux. Il s'est battu pour tout. Pour chaque meuble, pour chaque centime. Il a produit de faux documents pour prouver que J était dépensière. Il a menti sur ses revenus pour minimiser la prestation compensatoire. Son objectif, était pas de partager équitablement, mais de me punir, de me laisser sans rien, de me prouver que j'avais eu tort de le défier. Le moment le plus difficile fut notre première confrontation devant le juge aux affaires familiales. Était une petite salle d'audience, impersonnelle et grise. Il est arrivé en costume impeccable, le visage grave et digne. Quand il a pris la parole, sa voix était posée, pleine d'une tristesse maîtrisée.
Il a parlé de son amour pour moi, de son incompréhension face à ma décision, de son désir de préserver ce que nous avions construit. Il a subtilement laissé entendre que J était fragile, émotionnellement instable. Il était si convaincant que, pendant une seconde, j'ai moi-même douté. J'ai senti le regard du juge se poser sur moi, un regard interrogateur. Le vieux poison du gaslighting commençait à remonter. Mon avocate a dû me donner un léger coup de coude sous la table, pour me ramener à la réalité. J'ai respiré profondément, je me suis accroché aux mots de ma thérapeute, aux preuves que nous avions. J'ai regardé mon mari, l'acteur parfait, et pour la première fois je n'ai ressenti ni peur, ni colère. Juste une immense pitié. La pitié pour cet homme si vide, qu'il devait passer sa vie à construire des décors, et à manipuler des marionnettes, pour se sentir exister. À ce moment-là j'ai su que j'avais déjà gagné. Pas la guerre de l'argent mais celle de mon âme. Le jour de la signature des papiers du divorce est arrivé presque 1 an plus tard. Était un matin pluvieux de novembre. Nous étions dans le bureau de son avocat, une pièce luxueuse et froide. Il était là, assis en face de moi, évitant mon regard. Le silence était lourd, seulement rompu par le bruit de la pluie contre les vitres, et le froissement des pages que nous devions paraffer. Quand l'avocat a poussé le document final vers moi, le stylo à la main, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Était la fin. La fin officielle, légale, irrévocable de la vie que j'avais choisie, de la femme que j'avais été. Une vague de tristesse m'a submergée. Je ne pleurais pas sur lui. Je pleurais sur le rêve. Sur la jeune femme pleine d'espoir que était sur cette falaise à Etretat. Sur les années perdues dans une illusion. Puis j'ai regardé ma main, celle qui tenait le stylo. Était une main qui avait tremblé de peur pendant des mois. Aujourd'hui elle était stable. J'ai signé. Mon nom, mon seul nom, s'est étalé sur le papier. Chaque lettre était un acte de rébellion, une affirmation. En relevant la tête, j'ai croisé son regard. J'y ai vu une lueur de haine, la défaite amère du manipulateur qui a perdu définitivement le contrôle. Et moi je n'ai rien ressenti. Plus rien. Le lien était rompu. En sortant de l'immeuble, la pluie avait cessé. Le ciel était encore gris, mais une percée de lumière filtrait à travers les nuages. J'ai inspiré l'air froid et humide, et pour la première fois il m'a semblé pur. Mon main était pas soulagé. J était libre. Terrifié par l'immensité de cette liberté, mais libre. Était le premier jour du reste de ma vie. Une fois la dernière page tournée, la dernière signature apposée, je m'attendais à un soulagement immense, à un feu d'artifice intérieur. Mais ce qui est venu, d'abord c'est le silence. Un silence si vaste, si profond, qu'il semblait avoir un poids. Mon petit studio, qui avait été mon refuge, est devenu pendant un temps, écho de mon vide. Le combat était terminé, la guerre était gagnée, mais le champ de bataille, ça, était moi, et il fallait maintenant déblayer les ruines. Les premiers mois, la solitude a été ma compagne la plus fidèle. Je me réveillais le matin avec cette fraction de seconde d'oubli, avant que la réalité ne me frappe comme une vague froide. J était seul. Plus de pas à écouter dans le couloir, plus de présence à anticiper, plus de tension dans l'air. Mais cette solitude avait un double visage. Elle était douloureuse, certes, mais elle était aussi pure. Personne ne me jugeait si je dînais d'un bol de céréales à 22h. Personne ne commentait la musique que J écoutait trop fort. Personne ne me demandait de compte. Et dans ces petites choses, des brèches de lumière ont commencé à percer mon deuil. La liberté n'a pas crié son nom, elle s'est d'abord chuchotée dans les gestes les plus simples. Acheter des draps de lit jaune vif, juste parce que j'aimais cette couleur. Passer une après-midi entière à lire sans me sentir coupable. Pleurer devant un film sans avoir à me cacher. La thérapie a été mon fil d'Ariane dans ce labyrinthe. Ma thérapeute ne m'a pas donné de réponse, elle m'a appris à me poser les bonnes questions. Elle m'a aidé à comprendre que le deuil que je faisais à N était pas seulement celui de mon mariage, mais celui de la femme que j'avais cru être. J'ai appris à déconstruire, une par une, les croyances qu'il avait gravées en moi. Que J était trop sensible, que mon intuition N était que de la paranoïa, que je N était pas capable de me débrouiller seule. Chaque séance était un pas de plus vers moi-même. Et puis, j'ai recommencé à peindre. Pas seulement comme un passe-temps, mais comme une nécessité. Mes aquarelles sont devenues mon journal intime, le lieu où je pouvais déposer mes émotions sans avoir besoin de mots. Je mélangeais les couleurs sombres de ma peine avec les teintes vives de mes espoirs naissants. Sur le papier, je pouvais enfin faire coexister la douleur et la joie, le passé et le futur. J'ai renoué avec mes amies, les vraies, celles qui avaient attendu patiemment de l'autre côté du brouillard. Elles ne m'ont pas dit « Je te l'avais bien dit ». Elles m'ont dit «
Nous sommes là. Et elles ont rempli mon silence de leur rire et de leur affection inconditionnelle. J'ai aussi investi mon énergie dans mon travail, non pas pour étourdir, mais pour me réapproprier ma valeur, ma compétence. Chaque projet réussi était une brique de plus à l'édifice de ma nouvelle estime de moi. Aujourd'hui, ma vie n'a rien d'une carte postale. Et c'est ce qui la rend si précieuse. J'ai quitté le petit studio pour un 2 pièces sous les toits, avec une petite terrasse où je cultive des herbes aromatiques. Il n'est pas parfait, le parquet grince et la plomberie est parfois capricieuse. Mais il est à moi. Chaque objet, chaque livre, chaque couleur sur les murs, raconte mon histoire, pas la nôtre. Ma routine est simple. Je me lève avec le soleil, je prends mon café en regardant le ciel de Paris changer, je travaille, je marche beaucoup, sans but précis, juste pour le plaisir de sentir la ville vibrer sous mes pieds. La femme que je suis devenue n'est pas une version améliorée de celle d'avant. C'est une autre femme. Elle est plus silencieuse, mais elle écoute mieux, surtout la petite voix à l'intérieur. Elle est plus méfiante, peut-être, mais elle sait que la confiance se mérite et se construit dans la réciprocité. Elle a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force, et que dire « je ne sais pas » ou « j'ai besoin d'aide » est un acte de courage. J'ai appris que l'amour, le vrai, ne vous demande pas de vous éteindre pour faire briller l'autre. Il est la rencontre de deux lumières qui, ensemble, éclairent encore plus fort. On me demande parfois si j'ai pardonné. La question est complexe. Je ne crois pas que je pardonnerai jamais l'homme qui a sciemment tenté de détruire mon âme. Pardonner ses actes serait les banaliser. Mais j'ai fait quelque chose de plus important pour moi. J'ai lâché prise. J'ai pardonné à la jeune femme que j'aimais, était de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su. Je lui ai pardonné sa naïveté, son désir si puissant de croire aux contes de fées, qu'elle en a ignoré les monstres. En me pardonnant à moi-même, je lui ai retiré le dernier pouvoir qu'il avait sur moi, celui de me faire vivre dans la colère et le regret. Je ne suis plus définie par ce qu'il m'a fait, mais par ce que j'ai fait de ce qu'il m'a fait. Quant à l'avenir, je souris. Pendant des années, l'avenir était un plan détaillé, dessiné par un autre. Aujourd'hui, c'est une page blanche. Et ce n'est plus terrifiant. C'est exaltant. Je ne cherche pas l'amour, mais je ne lui ferme pas ma porte. S'il se présente, il devra savoir frapper doucement et entrer sur la pointe des pieds, en respectant le sanctuaire que j'ai mis tant de temps à construire. Pour l'instant, je suis dans une autre histoire d'amour. Une histoire patiente, douce et exigeante. Celle que je construis, chaque jour, avec moi-même. Et pour la première fois de ma vie, je sais, avec une certitude absolue, que c'est la seule histoire qui durera pour toujours. Si je pouvais parler à la femme que j'y étais, celle du tout début, celle qui se tenait dans cette galerie d'art, le cœur battant, éblouie par cet homme qui semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. Que lui dirais-je ? Je ne lui dirais pas de s'enfuir. C'eût été inutile. Son cœur était déjà pris. Non. Je m'approcherai doucement, je lui prendrai la main, et je lui murmurerai à l'oreille. Écoute. Écoute plus attentivement. Je lui dirai, écoute ce petit frisson de doute, quand son compliment sonnera un peu trop parfait. Écoute ce léger malaise quand son regard se videra, l'espace d'une seconde. Étouffe pas cette voix au fond de toi qui te dit que quelque chose cloche. Cette voix n'est pas ta paranoïa. Ce n'est pas ton anxiété. C'est ton instinct. C'est la partie la plus sage, la plus ancienne de toi, celle qui sait reconnaître un prédateur, même quand il porte le plus beau des masques. Ne t'excuse pas de tes questions. Ne te sens pas coupable de tes soupçons. Tes émotions ne sont pas un problème à régler. Elles sont une information à décoder. Ta sensibilité n'est pas ta faiblesse, c'est ton super pouvoir. S'il te plaît, crois-toi. Crois-toi avant de le croire lui. Et à vous. À vous qui écoutez mon histoire et qui sentez un écho douloureux, résonner dans votre propre vie. À vous qui marchez sur des œufs dans votre propre maison, qui pesez chaque mot, qui avez appris à ne plus faire confiance à votre propre jugement. Je veux vous dire la chose la plus importante. Vous n'êtes pas folle, ce n'est pas vous, le problème. Le brouillard qu'il a tissé autour de vous est réel. La confusion que vous ressentez a été méticuleusement fabriquée. La culpabilité qui vous ronge a été plantée en vous, graine par graine. Mais au milieu de ce brouillard il y a une lumière. C'est cette petite étincelle de doute qui refuse de s'éteindre. C'est cette colère sourde qui gronde parfois la nuit. C'est cette larme qui coule quand vous vous regardez dans le miroir et que vous ne vous reconnaissez plus. Cette étincelle, c'est votre âme qui se bat pour respirer. Ne la laissez pas éteindre, nourrissez-la. Je sais la terreur que représente le premier pas, la peur de la solitude, du jugement, de la précarité.
la peur de sa réaction. C'est une montagne qui paraît infranchissable. Mais le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de faire un pas, un tout petit pas, tout en tremblant. C'est d'envoyer ce premier message à un ami. C'est de taper le numéro d'une association d'aide sur Google. C'est d'ouvrir un compte en banque en secret. C'est de vous dire, une seule fois au creux de l'oreiller, je vaux mieux que ça. Partir n'est pas un aveu de échec. C'est l'acte de souveraineté le plus puissant que vous puissiez poser. C'est choisir la vie, même inconnue, plutôt que la mort, lente dans une cage dorée. Et je vous le promets, de l'autre côté de cette porte, il n'y a pas le néant. Il y a la douleur, oui. Il y a le deuil. Mais il y a aussi l'air. L'air frais qui remplit vos poumons pour la première fois. Il y a le silence, qui au début est assourdissant, puis qui devient votre plus bel allié. Et puis, il y a vous. Une vous que vous allez devoir rencontrer, apprivoiser et apprendre à aimer. Cette reconstruction sera votre plus grand chef-d'œuvre. Chaque limite que vous poserez, chaque nom que vous prononcerez, chaque choix que vous ferez pour vous seul, sera une couleur ajoutée à la toile de votre nouvelle vie. Les cendres de votre passé ne sont pas une fin. Elles sont le terreau incroyablement fertile sur lequel vous allez bâtir quelque chose d'infiniment plus solide, plus vrai. Parce que vous le bâtirez sur le seul roc qui ne s'effritera jamais. L'amour et le respect de vous-même. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi. La plus grande histoire d'amour de votre vie n'est pas celle que vous croyez être en train de perdre. C'est celle qui vous attend. Celle que vous allez écrire, chaque jour, avec vous-même. Sauvez-vous. C'est le début de tout.